Nous examinons aujourd'hui le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Personne sur ces bancs ne conteste la nécessité de lutter contre la fraude. La fraude prive la collectivité de ressources essentielles, elle affaiblit notre modèle social, elle mine la confiance dans l'impôt et dans la solidarité nationale et elle nourrit un profond sentiment d'injustice. Mais une question se pose. De quelle fraude parlons-nous ? Parlons-nous de la fraude fiscale des ultra-riches ? De celles et ceux qui organisent l'évitement de l'impôt via des montages complexes, des sociétés écrans, des filiales offshore ? Ou allons-nous ouvrir enfin un débat courageux sur les niches fiscales inefficaces, sur certains crédits d'impôt massifs, sur les stratégies d'optimisation agressives et les cadeaux faits aux entreprises sans aucune contrepartie, sur la fraude à la TVA par les entreprises, identifiée à plusieurs milliards entre imports par plateforme chinoise et remboursement de TVA mal maîtrisé, selon le rapport de l'Inspection des finances de février 2026, eh bien non. Le choix politique qui est fait est tout autre. Il est dans la continuité de 8 ans de macronisme. On préfère s'acharner sur les plus petits. Depuis le début de l'examen de ce texte, nous alertons sur son déséquilibre profond. Un volet fraude fiscale quasiment inexistant, un volet fraude sociale massif, détaillé, durci, qui organise une chasse accrue aux plus précaires. Rappelons quelques chiffres. La fraude sociale annuelle est estimée à environ 13 à 14 milliards d'euros. La fraude fiscale, elle, entre 80 et 100 milliards d'euros. La différence est vertigineuse. Et pourtant, où mettons-nous notre énergie ? Sur le contrôle des allocataires, des assurés sociaux. C'est la Cour des comptes elle-même qui le dit en décembre dernier. Elle soulignait le manque de volonté politique pour évaluer précisément l'ampleur de l'évitement fiscal et pour contraindre efficacement les fraudeurs les plus fortunés à payer. La fraude fiscale n'est toujours pas chiffrée avec précision dans notre pays, alors que M. Darmanin nous le promettait dès 2018. Que vous n'ayez rien engagé de sérieux en la matière est en soi un acte politique. Vous protégez les fraudeurs fiscaux. Sur le volet fraude sociale, nous soutenons évidemment les dispositions qui visent le travail dissimulé. Mais soyons lucides, ce texte va bien au-delà. Il organise un durcissement massif des sanctions, une extension des contrôles sur les assurés sociaux, une généralisation d'outils de collecte de données intrusifs qui nous inquiètent au plus haut point. Avec en tête une vieille lubie, celle de voir dans les demandeurs d'emploi ou les bénéficiaires du RSA, indolents et feignants, des gens qui coûtent un pognon de dingue. Un durcissement donc. Mais avec quelle garantie sur le respect de la vie privée, sur la protection des données personnelles, sur les libertés publiques ? Aucun. Notre groupe s'interroge d'ailleurs sur la solidité juridique de certaines dispositions. Mais au-delà des principes juridiques, parlons de la réalité sociale. 56% de la fraude sociale concerne les employeurs, via la fraude aux cotisations. 10% concerne des professionnels de santé. Seul un tiers, 34%, concerne les assurés eux-mêmes, parfois avec des usurpations d'identité. En outre, la fraude aux prestations sociales représente une part infime des montants versés. 0,3% des allocations chômage, 0,7% des prestations d'assurance maladie, 0,01% des pensions de retraite. Ces chiffres disent une chose simple. La fraude des allocataires existe, mais elle est marginale. Et derrière ces statistiques et ces chiffres, il y a des réalités de vie. Il y a les personnes confrontées à des trop-perçus, des sommes versées à tort, souvent à cause d'un changement de situation mal compris, d'une erreur administrative face à des procédures de plus en plus complexes, et qu'on leur demande ensuite de rembourser. Pour des ménages qui vivent déjà avec très peu, ces demandes sont des drames. Il y a des personnes victimes d'algorithmes discriminants. Le système de notation informatique utilisé par la CAF mène à un fichage des allocataires pauvres et oriente les contrôles vers les plus précaires. Le score est élevé quand on est précaire. Cette logique est abjecte car elle assimile la précarité à une probabilité de fraude. En réalité, aussi, ce sont des contrôles chaque année pour certaines mères isolées. Certaines nous ont raconté ces stress terribles, ces contrôles aléatoires répétés comme des embûches pour des mères qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est un système malade qui peut être hypocrite et très injuste. Ajoutons à cela les risques liés aux fuites de données, qui se multiplient dans le pays, dans un contexte international instable, marqué par la montée de l'extrême droite et du retour à l'autoritarisme. C'est dangereux. Ce dont notre pays a besoin, ce n'est pas d'un soupçon généralisé envers les classes populaires, mais d'un investissement massif et des moyens humains pour les caisses et les organismes sociaux. Car ce qu'il nous faudrait travailler, mes chers collègues,
c'est l'accès au droit.